Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je voudrais, en commençant, souhaiter la bienvenue à la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel. Pour tout dire, nous avons travaillé d'arrache-pied, pas simplement cet après-midi, mais tous ces jours derniers, pour présenter des propositions communes, ambitieuses. Je dois vous dire que nous avons, entre Allemands et Français, une communauté d'analyse et une commune vision de l'avenir. Nous voulons dire notre volonté absolue de défendre l'euro, d'assumer les responsabilités particulières en Europe qui sont celles de l'Allemagne et de la France, et d'avoir sur tous ces sujets une identité de vue et de proposition entre l'Allemagne et la France complète. Il y a dans la situation que nous connaissons des raisons objectives et puis des rumeurs et des décisions de spéculation. Notre volonté de combattre ces phénomènes est une volonté totale et complète. De même que notre volonté de remettre l'ensemble de la zone euro sur le chemin de la croissance. Nous avons donc décidé un certain nombre de propositions communes qui feront l'objet d'une lettre franco-allemande qui sera adressée dès demain matin au président Van Rompuy. La première de ces propositions consiste à instaurer dans la zone euro un véritable gouvernement économique de la zone euro. Ce gouvernement économique sera constitué du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Il se réunira 2 fois par an, et plus si nécessaire, et il élira un président stable pour 2 ans et demi. Madame Merkel et moi-même, nous proposons, si l'on est candidat, que ce président stable soit M. Herman Van Rompuy. Nous souhaitons deuxièmement que les 17 membres de la zone euro adoptent avant l'été, au cours de l'été 2012, les 17, la règle d'or qui consiste à inscrire dans les constitutions des 17 États membres la règle montrant que les lois de finances annuelles doivent se soumettre à un objectif de retour à l'équilibre budgétaire. C'est une règle de bon sens qui doit conduire à la diminution des déficits et à la réduction de l'endettement. S'agissant de la France, j'ai indiqué à la chancelière que cette règle avait déjà fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale et d'un vote au Sénat. Pour qu'elle soit adoptée au Congrès, il faut une majorité dite qualifiée. Le Premier ministre, François Fillon, prendra les contacts nécessaires avec l'ensemble des forces politiques, de la majorité comme de l'opposition, pour que chacun, face à ses responsabilités, décide en son âme et conscience de ce qu'il doit faire face à cet objectif de retour à l'équilibre budgétaire. Un certain nombre de personnalités qui n'appartiennent pas à la majorité ont déjà fait savoir qu'ils étaient favorables à l'adoption de cette règle. Si un consensus est possible, à ce moment-là, je provoquerai à l'automne la réunion du Congrès. Si un consensus n'est pas possible, eh bien c'est les Français qui seront juges lors de l'élection présidentielle des forces politiques qui souhaitent le retour à l'équilibre budgétaire et de celles qui ne le souhaitent pas. Troisième proposition, la France et l'Allemagne, les ministres des Finances allemands et français déposeront sur la table des instances européennes une proposition commune dès le mois de septembre prochain de taxes sur les transactions
financière. C'est une priorité pour nous. Enfin, nous avons décidé un certain nombre d'autres mesures, plus spécifiquement franco-allemandes, conscients que nous sommes que l'Allemagne et la France doivent donner l'exemple de la convergence. C'est ainsi que dans la perspective du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, nous avons demandé à nos ministres des Finances et de l'Économie de préparer des propositions qui nous seront soumises au début de l'année 2012 lors d'un Conseil des ministres franco-allemand pour qu'à partir de 2013, 50e anniversaire du traité de l'Élysée, nous puissions, Allemands et Français, avoir un impôt sur les sociétés commun dans son assiette comme dans son taux pour les sociétés allemandes et pour les sociétés françaises. Par ailleurs, nous avons décidé qu'au début de chaque semestre européen, les ministres de l'économie allemands et français échangeront pour que nos hypothèses économiques, dans le cadre de la présentation de nos budgets respectifs, soient les mêmes, au sens où elles seront, ces hypothèses économiques, déterminées d'un commun accord. Voilà, mesdames et messieurs, les principales propositions, mais qui témoignent de la volonté totale des gouvernements allemands et français de marcher d'un même pas pour défendre l'acquis européen, la croissance européenne, et faire appliquer dans la zone euro un objectif qui vise à renforcer la compétitivité de nos économies. La France et l'Allemagne assument leurs responsabilités dans une situation dont chacun pu noter sa complexité et sa grande difficulté. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten am 21. Juli. Le 21 juillet, nous annoncions déjà, mesdames et messieurs, que nous ferions des propositions au cours du mois d'août sur la façon de renforcer la coopération au sein de l'eurozone. Et ces propositions, nous allons les communiquer dans une lettre adressée au président Van Rompuy, comme le président Sarkozy vient de le dire. Nous sommes encore confrontés aux suites de la crise économique et financière internationale qui se présente comme une crise de la dette et qui nous pousse donc à renforcer notre compétitivité. La France et l'Allemagne se sentent tenues de défendre et de renforcer l'euro qui est notre monnaie commune, et il est évident que pour arriver à ce résultat, une coordination accrue des politiques financières et économiques est indispensable au sein de la zone euro, et la France et l'Allemagne veulent assumer la responsabilité qui est la leur et être les fers de lance de cette imbrication. Nos propositions visent à reconquérir la confiance des marchés par nos actes. La crise de l'endettement remonte à plusieurs années pour certains pays. Elle ne sera pas surmontée du jour au lendemain, mais nous sommes convaincus que par une action permanente et grâce à un travail de fond, nous pourrons reconquérir cette confiance. Et c'est la raison pour laquelle nous passons à une nouvelle phase qualitative de coopération au sein de la zone euro. Nous avons en commun un seul et même pacte de stabilité et de croissance, et nous allons veiller, les Français et les Allemands, que au mois de septembre, on tombe d'accord sur le paquet législatif, y compris avec le Parlement européen. Mais il faut que les pays de la zone euro s'engagent plus encore pour que les critères fondamentaux de ce pacte soient mis en œuvre. Des budgets équilibrés, donc, et une réduction constante de l'endettement d'un 20e, comme on le dit dans le pacte de stabilité, au-delà de 60%. La France et l'Allemagne sont convenus, et nous proposons cela aux autres pays de la zone euro, d'inscrire dans notre constitution ou
ou à un autre niveau juridique d'inscrire ce que le président appelle la règle d'or, ou en Allemagne un frein à l'endettement, pour, avec une majorité plus forte que la majorité simple, on échappe aux soubresauts du quotidien et que les États s'engagent de façon durable à considérer le respect de ces règles de principe comme une priorité absolue. Et puis, pour renforcer la culture de la stabilité, nous voulons également inviter nos parlements à faire preuve d'autoresponsabilité. Et si la Commission fait des propositions critiques lors du semestre européen, alors il faut que les parlements s'engagent à aller plus loin qu'à simplement prendre connaissance de ces observations critiques, mais bel et bien de les mettre en œuvre et de les faire suivre des faits. Troisièmement, nous voulons que les fonds de cohésion et les fonds structurels soient orientés vers un renforcement de la croissance et de la compétitivité. Et nous souhaitons qu'à partir de 2013, les règles de ces fonds soient adaptées en conséquence. Et pour les pays présentant un certain nombre de faiblesses, nous proposons que la Commission ait davantage le droit à la parole pour les pays sous programme, puissent véritablement intervenir et pour s'assurer que les mesures servent les objectifs de croissance et de compétitivité. La Grèce et le Portugal, par exemple, n'ont pas encore consommé une grande partie des ressources à leur disposition. Et c'est la raison pour laquelle, le 21 juillet, nous avions déjà décidé que la Commission apporte son aide pour que ces ressources soient davantage utilisées. Et nous voulons également, comme Nicolas Sarkozy vient de le dire, qu'au plan institutionnel, il y ait un renforcement de la zone euro, qu'il y ait des sommets 2 fois par an des chefs d'État et de gouvernement sous la présidence de Herman Van Rompuy, et que les engagements deviennent absolument contraignants et que nous puissions discuter en toute franchise, si c'est nécessaire, des problèmes tels qu'ils se posent. Nous sommes conscients que ce processus sera un processus dans la durée, progressif, que tout ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous sommes convaincus de la justesse de ces choix et que la zone euro doit aller dans ce sens et arriver à ce rapprochement. La France et l'Allemagne sont prêts, dans leur coopération bilatérale, à apporter la preuve de leur détermination. Nos ministres des Finances sont invités à faire des propositions pour appuyer les propositions de la Commission en vue de la mise en place d'une taxe sur les transactions financières dont la nécessité nous semble évidente. Et nous voulons également garantir que la France et l'Allemagne se rapprochent en ce qui concerne leur politique financière et économique. En 2013, nous célébrerons le 50aire du traité de l'Élysée et ce sera pour nous l'occasion d'apporter la preuve de notre coopération qualitativement enrichie. Et à cette fin, nous avons choisi de pousser les feux de l'harmonisation fiscale en faisant une proposition d'impôt sur les sociétés communes en ce qui concerne l'assiette et les taux. C'est un projet ambitieux, mais seule l'ambition nous permettra d'obtenir les résultats souhaités. Et chaque fois qu'il s'agira de préparer les budgets, nous aurons des conseils des ministres franco-allemands pour être sûrs que nous travaillons sur la base des mêmes principes d'élaboration budgétaire et pour nous mettre à l'abri de critiques de la Commission au cours du semestre européen et que nous fassions donc un bon travail de préparation dans le cadre du respect du pacte de stabilité et de croissance. Et je salue particulièrement ce qu'a dit le président à propos de la règle d'or. C'est un projet très ambitieux, au même titre que la réforme des retraites menée en France, mais il nous semble que ce sont ces réformes-là qui nous permettront de retrouver la confiance perdue et que nous voulons renforcer. L'euro est et reste notre avenir, c'est le fondement de notre prospérité et c'est également un élément de notre coexistence amicale et pacifique. Merci encore pour cette rencontre. Merci beaucoup, Angela. Si vous avez des questions, nous allons essayer d'y répondre.
Michael Strempel, ARD Deutsches Fernsehen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben... Télévision allemande. Madame la chancelière, avant cette rencontre, vous avez fait préciser à votre parole que les eurobonds n'étaient pas à l'ordre du jour. Certains membres de votre gouvernement, pour autant, en ont bel et bien parlé aujourd'hui. Alors, est-ce que ce débat vous semble contre-productif à l'heure actuelle ou bien est-ce qu'il pourrait contribuer à faire émerger ce nouvel instrument? Discussion sur les eurobonds, est-ce que peut-être apporter quelque chose à la solution de la crise de l'euro? Also erstens, wir leben ja in Demokratien und deshalb sind Diskussionen immer wichtig und gut und richtig und deshalb positionieren wir uns auch zu diesen Diskussionen. Wir können nicht sagen, wir sprechen über irgendetwas nicht, was in der Öffentlichkeit ist. Die Frage ist aber, was ist in der jetzigen Phase der Bewältigung der Krise richtig? Und da sage ich, ich spüre immer wieder, dass die Menschen nach dem einen Ereignis suchen, nach der einen Methode, mit der alles wieder gut ist und wir raus sind aus der Krise. Und in diesem Zusammenhang wird dann oft gesagt, das letzte Mittel sind die Eurobonds. Ich glaube weder, dass Europa auf das letzte Mittel angewiesen ist, noch glaube ich, dass man mit dem, was ich Paukenschlag genannt habe, die Probleme lösen kann. Und deshalb halte ich das, was wir hier vorstellen, für das Mittel, mit dem wir jetzt die Krise lösen, Schritt für Schritt Vertrauen zurückgewinnen und die richtigen Methoden anwenden. Und ich glaube nicht, dass Eurobonds uns dabei helfen. Und diese Diskussion werden wir führen. Das wird auch Überzeugungsarbeit bedürfen. Denn es ist ja wichtig und richtig, dass jetzt 17 Euro-Länder Schritt für Schritt ein Maß an Verbindlichkeit eingehen. Bis hin eben auch zu der Bitte an Parlamente, sich zu verpflichten, auf die Kommission zu hören. Was eine völlig neue Qualität unserer Zusammenarbeit in der Eurozone ist. Und Deutschland und Frankreich wollen hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir haben ja viel diskutiert, bis wir auch zu einer gemeinsamen Bewertung kommen. Ich halte das für den gebotenen Weg, der uns auch zum Erfolg führen wird. Monsieur la chancelière et moi-même avons exactement la même position sur la question des eurobonds. Peut-être vais-je l'expliquer de manière différente, mais ça revient au même. À quoi consisteraient les eurobonds? Ça consisterait à garantir le triple A à la dette de tous les pays de la zone euro. Cela voudrait donc dire que nous garantirions la totalité de la dette sans avoir la maîtrise de la dépense et de la création de la dette. Les eurobonds, un jour peut-être, on pourra l'imaginer, mais à la fin d'un processus d'intégration européen, pas au début du processus de l'intégration. Vous comprenez bien que si chacun peut faire de la dette librement en toute indépendance, et on demande aux autres, c'est-à-dire les plus grands pays d'Europe, de la garantir, qu'allons-nous dire à nos peuples? Alors on me dit, oh bon, vous avez qu'à simplement interdire aux États qui font trop de dettes de le faire. Mais en l'état actuel des institutions européennes, nous n'avons pas la légitimité démocratique. J'ai un peu l'impression que ceux qui proposent à marche forcée les eurobonds, ce sont les mêmes qui ont proposé l'établissement de la monnaie unique sans prévoir au préalable l'harmonisation des compétitivités et la création du gouvernement économique. Les eurobonds ne peuvent qu'éventuellement être l'aboutissement d'un processus d'intégration, en aucun cas le préalable. Car cela mettrait alors gravement en danger les pays de la zone euro les plus stables, qui ont aujourd'hui la meilleure note et qui se trouveraient alors engagés dans la garantie de dette que par ailleurs ils ne maîtriseraient pas. Il nous semble beaucoup plus productif ce que nous avons décidé, un gouvernement économique, un pacte, le pacte de compétitivité, une harmonisation de nos économies, une volonté d'améliorer notre compétitivité pour gagner de la croissance, parce que la croissance, c'est la clé de tout, l'inscription des règles d'or dans les constitutions, pour réduire le déficit, réduire l'endettement et restaurer la confiance, sans laquelle il n'y aura pas de croissance. Voilà, notre réponse n'est pas idéologique, elle est concrète, elle est pratique. Si demain nous disons, ben voilà, l'Allemagne et la France, nous allons garantir la dette de tout le monde, sans limite et sans condition, qu'en sera-t-il 6 mois après de la crédibilité de nos pays?
Est-ce que j'ai été assez clair? Non. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui on exclut l'option d'élargir le Fonds européen de stabilité financière, que certains économistes ont parlé de le doubler pour rassurer les marchés? Je vois que les conseils ne manquent pas, que les spécialistes, et c'est bien normal en démocratie, s'expriment, que chacun donne son conseil. Je voudrais quand même rappeler que nous avons créé ces derniers mois un fonds de 500 milliards d'euros. Ce sont des chiffres absolument considérables, qui n'ont pas d'ailleurs été consommés loin de là dans leur totalité. Et certains disent « Oh, mais il n'y a qu'à le doubler ». Je me demande d'ailleurs pourquoi on ne nous propose pas de le tripler. D'ailleurs, on le triplerait qu'à la prochaine conférence de presse, on nous dirait « Mais pourquoi vous ne l'avez pas quadruplé ?» Mais enfin, nous essayons d'avoir une gestion sérieuse et raisonnable. C'est des sommes considérables. Par ailleurs, je ne vois pas au nom de quoi il faudrait ou il conviendrait que nous fixions rendez-vous à la spéculation mondiale pour qu'à la minute où la chancelière et moi-même nous indiquerions un nouveau plafond, la semaine suivante, ce nouveau plafond serait vécu comme insuffisant. Il nous semble que le fonds est suffisant, que l'assouplissement qui a été prévu, notamment son intervention pour la recapitalisation des banques ou pour l'intervention sur le marché, est suffisant, et que l'engagement qui est le nôtre de dire que nous ferons ce qu'il faut pour défendre l'euro, en accord avec l'ensemble des institutions européennes, il me semble que c'est un message que chacun devrait bien comprendre et devait bien entendre. Donc nous n'excluons rien du tout, nous n'annonçons rien du tout, nous sommes convaincus que ce Fonds monétaire européen dont nous avons voulu la création, Mme Merkel et moi-même, il y a quelques mois, quelques semaines, sera l'instrument pertinent, en accord avec les autorités indépendantes de la Banque centrale, pour faire face à des tentatives de spéculation et de déstabilisation de notre monnaie. Und ich glaube, die wichtige Il me Botschaft semble que le message important, c'est qu'il faut agir dans deux directions. La solidarité envers ceux qui sont en difficulté, parce que nous voulons défendre l'euro, qui est notre monnaie commune, et le protéger des menaces. Et deuxièmement, les efforts faits par les uns et les autres. L'Italie, par exemple, qui se dote d'un nouveau programme qui va dans le sens du pacte de stabilité. Nous sommes en 2011 aujourd'hui. Or, nous nous sommes dotés d'un mécanisme permanent qu'on peut appeler Fonds monétaire européen, et nous allons proposer à Herman Van Rompuy de le doter de capacités d'analyse propres permettant de faire des analyses sur l'état des États membres de la zone euro. Donc, nous nous sommes engagés sur le long terme de façon sérieuse et crédible, mais nous devons veiller à ce que nos engagements soient concrétisables et qu'on ne se précipite pas sur les solutions de facilité au prix de renoncer au dur labeur quotidien qui est de réduire les dettes. Ça ne nous serait absolument pas utile à long terme. Donc nous partageons totalement les perspectives du président Sarkozy. Madame Mayer du Financial Times. Monsieur Mayer. Je pensais à votre représentante à l'ARD. Monsieur Mayer, une question à la chancelière et au président, si vous le permettez. Herr Sarkozy hat gesagt, Der französische Staatsrat hat gerade gesagt, alors, dans ce contexte, comment jugez-vous à cette aune des derniers chiffres conjoncturels pour la France et l'Allemagne au deuxième
trimestre. Est-ce qu'on doit s'attendre à un très fort ralentissement de la croissance à l'avenir, voire un retour à la récession? Est-ce que ce ralentissement suscite des réactions politiques dans vos pays respectifs, au niveau de l'Union? Et si dans les pays les plus puissants de la zone euro, il y a un ralentissement de la croissance, quelles conséquences est-ce que cela aurait pour le Fonds européen de stabilité? Alors, il ne faut pas uniquement voir les chiffres trimestriels. Nous avons quasiment retrouvé les niveaux d'avant la crise. Les fluctuations trimestrielles, nous les reverrons, mais notre tâche est de veiller à ce que le potentiel de croissance soit renforcé en Europe par moins de bureaucratie, plus d'activités scientifiques, etc. Notre potentiel de croissance, nous devons le renforcer, surtout face à ce qui existe dans d'autres parties du monde. La France, à la présidence du G20, prépare le G20 de Cannes, nous en avons parlé, et ça sera là encore une fois une occasion de réfléchir à la stimulation de la croissance mondiale. Nous sommes interdépendants, mais je ne suis pas du tout pessimiste sur les perspectives de la croissance. Je crois que nous sommes en bonne voie et nous avons tous compris et appris que certains événements ponctuels sont surestimés et qu'il faut toujours prendre la perspective du long terme. Et de ce point de vue-là, en Allemagne comme en France, l'année 2011 se caractérise par une bonne croissance, avec une bonne situation sur le front de l'emploi, en Allemagne aussi. Mais nous savons que nous n'avons pas le droit à ralentir. Nous sommes invités à faire toujours plus et à faire les bons choix. Et donc, dans la zone euro et dans l'Eurogroupe, nous aurons toujours à en reparler. Nombreux étaient les pays développés qui étaient déjà fortement endettés avant la crise économique de 2008 et de 2009. Cette crise économique a été d'une violence inouïe. Sans doute la crise la plus importante depuis un siècle. Pour faire face à cette crise, pour soutenir la croissance, pour combler les chutes vertigineuses de recettes fiscales dues à la crise, un certain nombre de pays ont dû augmenter leur déficit et leur dette. Et nous nous sommes retrouvés cette année avec une crise de la dette. Et cette crise de la dette a créé de l'instabilité, et chacun sait que l'instabilité, c'est pas bon pour la croissance. Il faut donc ramener la confiance avec des programmes de soutenabilité de la dette, c'est-à-dire réduire les dépenses, réduire les déficits, diminuer l'endettement. Comme la chancelière, je suis confiant sur les perspectives économiques de la zone euro et du monde. S'agissant de la France, au premier semestre de cette année 2011, l'acquis de croissance est d'1,4. La semaine prochaine, le Premier ministre, entouré du ministre de l'économie et de la ministre du budget, aura l'occasion d'annoncer un certain nombre de décisions qui permettront de mesurer la volonté absolue de la France d'être au rendez-vous de nos engagements en termes de réduction de déficit. Je voudrais d'ailleurs dire combien, comme l'a dit la chancelière, il a été important pour la France de réformer son régime de retraite et de réduire ses dépenses publiques ainsi que le nombre de ses emplois publics. Et il va de soi que cette politique sera poursuivie. C'est comme ça que l'on ramènera la confiance, c'est comme cela qu'on ramènera de la stabilité dans le monde, et c'est comme cela qu'on retrouvera le chemin de la croissance et donc de l'emploi. Frédéric Lemaître du journal Le Monde. Souhaitez-vous que des sanctions soient prévues contre les États qui n'adopteraient pas la règle d'or ou qui, a posteriori, ne la respecteraient pas? Et quel type de sanctions?
Aujourd'hui, nous soumettons un certain nombre de propositions pour renforcer la fiabilité de la zone euro. Pourquoi proposons-nous que la règle de l'équilibre des finances publiques soit inscrite dans nos constitutions? Parce que nous avons partout des organes de contrôle qui peuvent vérifier. Donc, ça ne dépend pas que du droit européen. Il y a là un engagement national, indépendant des majorités politiques, que les oppositions pourront, bien entendu, invoquer si elle n'est pas respectée. Donc, je crois que ceci, au même titre que les engagements volontaires, vont contribuer à redresser la situation. La mise en œuvre est pour très bientôt, puisqu'on va la soumettre en 2012, et il va falloir en reparler, bien entendu, du caractère contraignant de cette règle, mais je crois que nous faisons un pas courageux en faisant cette proposition. On voit bien que les pays européens sont maintenant conscients de leurs responsabilités aujourd'hui, et s'ils avaient été davantage dans le passé, nous ne serions pas dans les difficultés actuelles. Donc, inscrire cela dans son droit national, c'est la meilleure façon de nous engager, et c'est un engagement dans le temps, et la plus grande sanction ne viendrait pas à ce titre de la Commission, mais de l'intérieur. Et par exemple, en Allemagne, bien entendu, personne n'aimerait avoir à revoir le budget pour ne pas avoir respecté la règle. Alors, Monsieur Schubert, c'est ça, de la FA7? Monsieur Schubert, avec votre autorisation, j'ai cru comprendre que l'interrogation s'adressait aussi à moi sur le sujet. Bon, la zone euro, les économies des 17 pays de l'euro ont deux problèmes. Un problème de compétitivité, il faut davantage investir dans la formation, dans la recherche, dans l'innovation, dans nos universités. Parce que pour réduire notre endettement, il faut une plus forte croissance. Et on a un deuxième problème, une dette et un déficit. C'est particulièrement vrai dans un certain nombre de pays. La France présente un budget en déficit depuis 35 ans. Ce n'est pas un problème d'opposition ou de majorité, ce n'est pas un problème de gauche ou de droite, c'est un problème de bon sens. Est-ce que nous décidons de rompre avec ces mauvaises habitudes ou pas? Et la règle d'or que nous avons prévue, c'est de dire que désormais, les lois budgétaires annuelles devront s'inscrire dans un projet de législature, un projet quinquennal, avec comme perspective le retour à l'équilibre. Mais qui peut bien être contre une règle de cette nature? Alors, s'agissant de la zone euro, si on veut ramener de la stabilité, si on veut que la zone euro progresse et ne se délite pas, il convient donc de faire des progrès de compétitivité et d'harmoniser nos réductions du déficit et de l'endettement. Et donc, tous ceux qui seront membres de la zone euro, si notre proposition est adoptée par les 17, devront respecter cette règle. Et voyez-vous, ça me permet de dire une dernière chose. L'euro nous a permis beaucoup de progrès économiques, car nous sommes plus forts ensemble que seuls. Mais l'euro, ce n'est pas simplement des droits, c'est aussi des règles, des devoirs, une discipline, un vivre ensemble qui implique de la solidarité quand ça ne va pas, mais qui implique aussi le respect des règles. Et par conséquent, si la règle devait être adoptée par les 17, ce que nous souhaitons avec la chancelière, ce ne serait pas une règle optionnelle, mais une règle obligatoire. Parce que si c'est simplement une option, alors pourquoi faudrait-il que certains pays de la zone euro la respectent quand d'autres pourraient s'en exonérer? Et au nom de quoi faudrait-il que ceux qui s'en exonèrent puissent se tourner vers ceux qui ont fait des efforts en disant « Excusez-nous, nous nous sommes exonérés de la règle, veuillez payer pour nous maintenant ». Et je le dis d'autant plus en pensant
à ce que font nos amis espagnols et nos amis italiens aujourd'hui, puisque, comme la chancelière, nous considérons que les gouvernements de ces deux pays ont pris récemment des décisions extrêmement utiles pour la crédibilité de la zone euro. Pardon. Ja, Christian Schubert, Frankfurter Allgemeine. Une question à la chancelière et au président. Ces règles en matière d'endettement à inscrire dans la Constitution, est-ce que vous avez un calendrier? À quel horizon visez-vous un retour à l'équilibre? Deuxièmement, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, en France, cet impôt est plus élevé qu'en Allemagne. Alors, si vous voulez harmoniser à la fois l'assiette et les taux, cela signifie que les entreprises allemandes doivent s'attendre à une hausse de l'impôt auquel sont exposées? Non, les entreprises allemandes ne doivent pas s'attendre à une détérioration, pas plus que les entreprises françaises. Nos ministres des Finances y veilleront. Mais nous demandons toujours que quand on a une monnaie commune, un marché intérieur, il faut libéraliser les marchandises, mais qu'il faut aller au-delà et qu'il faut aller de l'avant, et la France et l'Allemagne donneraient l'exemple en matière d'assiette commune. Et c'est apporter la preuve qu'on est ambitieux. Sinon, d'ailleurs, on ne fait qu'affluer dans le sens des marchés qui, à juste titre, disent « mais c'est ensemble que vous devez apporter la preuve de votre cohérence et de votre compétitivité ». On ne peut pas d'un coup de crayon dire on mutualise les dettes. C'est une multiplication de mesures différentes. On l'a fait avec le pacte Euro Plus et je ne me fais aucune illusion, ça ne sera pas simple à faire. Mais à l'arrivée, bien entendu, il faut que nos entreprises ensemble soient dans une situation meilleure. C'est cela notre objectif. Et pour ce qui est de la règle d'or, notre objectif de calendrier, c'est la mi-2012. Herman Van Rompuy va faire des propositions destinées à toute l'eurozone à l'automne et ensuite la mise en œuvre devrait être pour la mi-2012. Sur la règle d'or, je partage l'avis de la chancelière. Un mot sur l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France sont deux pays que le destin et la géographie ont mis côte à côte. Ce sont les deux premières économies d'Europe. Vous êtes notre premier fournisseur et notre premier client. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer nous ont réconciliés. Des hommes comme Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier Helmut Schmidt nous ont rapprochés. Des hommes comme François Mitterrand et Helmut Kohl ont créé la monnaie commune. Je crois que notre objectif aujourd'hui, Mme Merkel et moi-même, c'est de prolonger ce rapprochement. On voit bien que les pays aussi importants que l'Allemagne et la France doivent converger. Le statu quo est impossible. La convergence est la clé. Et de notre point de vue, nous pensons qu'une vaste zone économique stable, moderne, franco-allemande, où nous gommerions progressivement les disparités qui font tant de mal d'un côté ou de l'autre de la frontière, pour créer un modèle européen qui gagne, qui porte nos valeurs. C'est notre devoir de les mettre en œuvre. Nous avons décidé de travailler sur l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, et nous ne pouvons pas vous dire le point d'arrivée, mais nous avons fixé un calendrier ambitieux, qu'on puisse commencer en 2013 à l'appliquer. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous allons nous rapprocher. L'apprentissage, la recherche, les sciences, ce sont des éléments que nous devons porter ensemble et sur lesquels, je crois, c'est notre devoir que de porter cette convergence et cette harmonisation. Bonjour, Nadège Puljac de l'agence France Presse. C'est une question qui s'adresse à la fois au président et à la chancelière.
Est-ce qu'il est envisageable pour la France et l'Allemagne d'avoir un ministre de l'économie en commun? Enfin, en l'état actuel des choses, ce n'est pas dans le communiqué. Et là encore, vous savez, je crois qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre. Ce qui est envisageable, c'est l'analyse commune, la convergence, dans le respect des identités et des spécificités. Les Allemands et les Français ne sont pas les mêmes. Chacun a leurs qualités et parfois leurs faiblesses. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Et j'ai toujours dit que pour nous, les Français, si nous devions nous inspirer d'un système, c'est plutôt d'un système qui gagne plutôt que d'un système qui perd. J'ai toujours dit, lorsque je suis venu en Allemagne, la considération que portaient les Français pour l'appétence pour le travail et pour les succès de nos amis allemands. L'histoire nous a tant de fois affrontés. Notre responsabilité, c'est de nous rapprocher. Et je dis d'ailleurs aux Français qu'ils n'ont pas à craindre ce rapprochement. C'est justement parce que nous serons convergés et nous rapprocher que nous pourrons conserver les uns et les autres notre identité. C'est extrêmement important ce qui est en train de se passer. Et par ailleurs, pour l'ensemble des marchés du monde, pour le monde entier qui regarde ce qui se passe aujourd'hui, le fait que l'Allemagne et la France aient un langage commun, une vision commune, une volonté commune et des perspectives communes, c'est un élément peut-être le meilleur que nous puissions apporter à l'Europe dans son ensemble. Ich meine, es ist doch eigentlich immer eine Bereicherung, wenn c'est toujours aus den un enrichissement lorsque la France et l'Allemagne, avec leurs différences, convergent sur des idées communes. L'Union européenne est née de la guerre, de l'après-guerre, et donc l'enjeu, c'était la paix. Aujourd'hui, nous sommes dans une Union européenne qui partage des valeurs, qui regroupe 500 millions de citoyens. Nous sommes face à des nouvelles grandes puissances émergentes, face à un monde qui change. Et donc, la question qui se pose, c'est de défendre nos intérêts dans le respect de nos citoyens. Et c'est toujours passionnant quand nous pouvons discuter ensemble parce que nous faisons se rapprocher des idées qui viennent de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est et des idées de l'Europe plus méridionale. Et c'est vrai que nos pays, de par leur situation géographique, font se rapprocher ainsi des positions, que cela porte ses fruits et qu'il faut bien entendu partager avec les autres pays. Alors, nous n'avons pas la garantie que nous vivrons toujours dans la prospérité, que notre croissance est indue. Depuis le début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, beaucoup de choses se passaient en Europe et puis ensuite a émergé la puissance américaine. Donc, qui sait ce qui se passera à la fin du XXIe siècle? Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous ne nous en sortirons pas seuls, chacun de son côté, mais que nous avons plus de chances ensemble. Et c'est ça notre responsabilité commune. Madame Berchens, vous voulez poser une question? Frau Ruth Berchens vom Handelsblatt. Ruth Berchens, Handelsblatt. Madame la chancelière, Monsieur le Président, une politique financière ambitieuse, harmonisée dans la zone euro et par ailleurs le traité de Lisbonne qui garantit la souveraineté en matière de politique budgétaire et financière. Alors, est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler avec le traité de Lisbonne ou bien est-ce qu'il ne faut pas envisager face à la nouvelle donne une réforme du traité de Lisbonne? Also, ich hatte mit die Erstellung des Lissabonner
Il a fallu longtemps pour élaborer le traité de Lisbonne. Lorsque ce fut chose faite, tout le monde épuisé a dit « Bon, alors de notre vivant, plus jamais de réforme ». Moi, j'ai toujours été assez sceptique parce que lorsqu'une communauté d'États dit « Quoi qu'il advienne, nous ne transformerons jamais nos traités », ce n'est pas bon signe et c'est pourquoi il nous semble que très positif que le mécanisme européen de stabilité ait pu voir le jour grâce à une réforme du traité. Si nous voulons défendre l'euro, il faut pouvoir prendre les mesures nécessaires. Je ne crois pas aujourd'hui qu'il faille une réforme du traité, mais jamais je ne dirai que de mon vivant, plus rien ne changera. Jamais. Alors, nous nous engageons chacun et nous assumons nos responsabilités et je suis persuadée que c'est la clé du succès, mais je trouverais peu avisé de dire que nous avons procédé à l'ultime réforme du traité de Lisbonne, ce qui n'est pas une annonce d'une réforme imminente, mais je dis qu'il faut toujours se laisser la porte ouverte pour faire face aux nouveaux défis. Quand on a fait le traité de Lisbonne, je me souviens que nombreux étaient les observateurs qui nous indiquaient qu'on n'allait pas résoudre les problèmes de l'Europe uniquement par des réformes institutionnelles et qu'il fallait se préoccuper de l'économie. C'est ce que nous faisons. Et maintenant, on nous dit, alors est-ce que vous allez recommencer un round de nouvelles réformes institutionnelles? Le traité de Lisbonne, c'est pour les 27. Il faut quand même voir que la complexité des arbitrages et des compromis nécessités par le processus européen est extraordinaire. Peut-être que l'Europe, c'est la plus belle création au service de la paix que n'aient jamais inventé les hommes. Et comme la chancelière, je suis persuadé qu'il y aura d'autres rendez-vous institutionnels, d'autres évolutions. Comment pourrait-il en être autrement? Comment trouver le bon dosage pour que 27 pays, et bientôt plus, puissent se comprendre alors qu'ils ont parfois des histoires et des intérêts divergents. Mais en l'occurrence, nous parlons des 17 de la zone euro. Et clairement, nous allons vers une intégration économique renforcée des 17. Et clairement, pour l'Europe, je veux dire quelle est ma conviction. Les débats d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les débats d'hier opposaient les partisans de la Confédération aux partisans de la Fédération. Ça avait du sens. Mais aujourd'hui, on voit bien clairement que l'Europe des 27, bientôt des 30, quand on sait les candidatures utiles que nous avons aujourd'hui de pays parfaitement européens, eh bien, ça ira de plus en plus vers la Confédération. Mais qui peut contester que dans la zone euro, à partir du moment où nous avons une monnaie unique, on voit bien l'obligation ardente pour les membres de la zone euro d'aller vers l'intégration économique. Donc c'est clairement un changement de conception. J'ajoute une dernière chose, c'est que les institutions dont nous proposons la réforme dans la zone euro, n'étant pas dans le traité, elles permettent, madame, des modifications beaucoup plus légères que celles qui ont été prévues par le traité et qui ont donné lieu aux immenses discussions du traité de Lisbonne. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et vous donne rendez-vous pour un prochain sommet.